Un musulman d'apparence, cette expression qui a fait couler beaucoup d'encre dans la sphère médiatico-politique, il faut le dire, surtout à droite de l'échiquier, a été utilisée dans un tweet écrit par le chercheur Pascal Boniface le 20 octobre. En parlant de Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen, Pascal Boniface répondait ainsi à une vidéo de l'élu socialiste invité dans l'émission de France 2 Quelle époque, et dans laquelle il ne voulait pas parler du conflit au Moyen-Orient et de Gaza en particulier, affirmant que ce sujet a été importé en France à des fins électoralistes. Alors, entre réactions d'indignation, appel à la censure, interdiction de conférences, le directeur de l'IRIS n'a pas été épargné par cette déferlante d'attaques jusqu'à un signalement de la LICRA au procureur de la République. Alors, faut-il y voir vraiment derrière ces propos un dérapage ou est-il grossièrement instrumentalisé par la droite et les censeurs de la critique de l'État d'Israël? On en parle avec Pascal Boniface, qui est l'invité de cet entretien. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Alors, avant de commencer cet entretien et pour la compréhension de ceux qui n'auraient pas suivi cette polémique, je vais lire intégralement le tweet qui a été pris pour cible. Vous écrivez « Sincèrement, je m'interroge sur cet homme que je ne connais pas perso. Est-il un exemple de la méritocratie? Alors bravo. Ou instrumentalisé façon un musulman d'apparence qui ne critique pas Netanyahou et donc bénéficie d'une grosse promo médiatique. J'attends de voir. » Voilà vos propos que je signale. Vous avez supprimé par la suite. Alors pourquoi l'avoir finalement retiré, ce tweet? Parce qu'il a suscité alors, de l'incompréhension sincère chez une petite minorité et une instrumentalisation chez beaucoup de gens. Donc, en fait, quand on se fait mal comprendre, c'est peut-être qu'on s'est mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est quelqu'un qui apparaît comme musulman aux yeux des autres. Donc, quelqu'un qui est perçu comme musulman. On ne sait pas s'il est croyant, on ne sait pas s'il est musulman, mais il est perçu comme tel. Voilà ce que j'ai voulu dire. Et ça a été instrumentalisé par différents moyens, au PS pour laver plus blanc que blanc. Après, tous mes ennemis qui me critiquent depuis très longtemps sur mes positions sur le conflit israélien se sont précipités. Vous avez parlé de la LICRA qui a fait un signalement, et puis tous ceux qui essayent depuis 25 ans, en fait, de briser l'IRIS, de me briser moi, de m'interdire professionnellement, se sont précipités. D'ailleurs, on voit bien la couleur. Et en fait, du coup, la polémique fait qu'on ne parle pas du fond. Est-ce que l'on peut rester muet par rapport au risque de génocide? Je ne parle pas encore de génocide, mais le risque de génocide est avéré à Gaza. Est-ce que l'on peut rester muet face à c'est plus qu'un drame, ce qui se passe? Je pense que non, mais en fait, voilà, vous savez, on parle du coup du terme de musulman d'apparence, qui donc, dans mes yeux, n'est pas un terme dégradant, etc. Mais on parle que de ça, comme si j'étais d'ailleurs, enfin, ce qui est assez marrant, c'est que viennent me condamner des gens qui sont franchement islamophobes depuis longtemps. Moi, je suis plutôt considéré comme étant quelqu'un qui a combattu toute sa vie toutes les formes de racisme, on est nombreux, et les discriminations à l'égard de musulmans, on est moins nombreux. Et donc, me voir reprocher d'être anti-musulman, c'est quand même assez, pour le moins curieux. D'ailleurs, aucune organisation musulmane ne m'a pris à partie, et j'ai de nombreux musulmans qui, au contraire, sont venus me soutenir, m'ont exprimé leur soutien en disant qu'ils avaient très bien compris, eux, ce que je voulais dire. Donc, ce que je voulais dire, c'est quelqu'un qui est perçu comme musulman. Voilà, donc apparence musulmane, voilà, parce que on ne sait pas s'il est croyant, on ne sait pas si bon, et voilà. Et donc, il n'y a pas d'assignation. Mais par contre, je maintiens les questions que j'ai posées. Peut-on rester muet par rapport à cela? Et je ne crois pas. Je ne crois pas que dénoncer les crimes de l'armée israélienne soit importer le conflit. Au contraire, refuser d'en parler nourrit le complotisme. Alors, après ce tweet, la métropole de Nantes a annoncé que vous ne serez pas associé aux prochaines éditions des Géopolitiques de Nantes. C'est un rendez-vous de conférence, de décryptage en quelque sorte de l'état du monde. Quelle est votre réaction après cette annulation? Je ne la comprends pas parce que, je veux dire, une fois encore, là, ça me paraît d'ailleurs beaucoup de gens, y compris à Nantes, trouvent que c'est disproportionné. Surtout que, voilà, il n'y a pas eu de contact direct entre Nantes Métropole et moi pour dire: «Bon, qu'est-ce qui s'est passé?» et cetera. Les gens de Nantes me connaissent et on a fait la 12e édition, donc ils me connaissent quand même. Ils savent bien que je ne suis pas raciste.
Alors, je pense qu'il y a peut-être aussi une ambiance de préparation du congrès au PS, chacun, et puis c'est vraiment l'emballement médiatique. Vous savez, cet événement, il aura lieu, s'il a lieu, en septembre 2025. Donc, il y avait quand même le temps de voir venir, d'avoir des explications, de demander des explications directes. Mais on voit bien que bah, chacun se précipite pour dire regardez, regardez, j'ai réagi avec vigueur et je ne suis pas le dernier à jeter la pierre sur celui qui se fait lapider. Donc, c'est vraiment typiquement, je pense que par la suite, peut-être il y a des gens qui referont l'historique de cet emballement médiatique dans lequel, je pense, l'émotion et, disons, des intentions sournoises l'ont porté sur la rationalité. C'est ce que les tenants de cette cause, ceux qui vous critiquent le plus, réprouvaient par le passé cette forme de cancel culture qu'ils finissent par solliciter eux-mêmes. Bah oui, vous mettez le doigt sur un point sensible, c'est que beaucoup de gens n'arrêtent pas de dire il faut arrêter la cancel culture quand on demande, etc. Et en fait, la cancel culture, c'est il y a eu des protestations contre une pièce qui a quand même pu avoir lieu. Donc, c'est quelques exemples qui sont pris. Là, quand même, c'est très clairement un délit d'opinion, parce qu'en fait, ce qui est visé, c'est pas cette phrase, c'est tout ce que je fais depuis assez longtemps. Et donc, ben voilà, on a jeté ma tête en pâture à tout cela. C'est vraiment là un exemple, effectivement, de cancel culture, de censure, puisque alors l'événement peut avoir lieu sans moi, apparemment. C'est quand même moi qui l'ai créé, qui l'ai animé pendant 12 ans, puisqu'on a fait la 12e édition en septembre. 6 900 personnes sont venues assister à nos différents débats dans un enthousiasme assez chaleureux, etc. Voilà, ben je ne fais que constater et déplorer quelque chose que je ne peux pas contrôler. J'aurai d'autres occasions de m'exprimer. C'est pas la première fois que je subis ce type. Vous savez, en 2003, l'Iris a failli disparaître. Il y a plusieurs fois des campagnes contre moi. C'est régulier. Et dès que ça s'enflamme un peu au Proche-Orient, on cherche à faire taire ceux qui s'expriment sur le sujet. Mais une fois encore, bon, admettons l'argument dire il ne faut pas parler des événements du Proche-Orient parce que ça développe l'antisémitisme. Je crois au contraire que c'est en n'en parlant pas que ça nourrit le complotisme, l'antisémitisme. Parlons-en, parlons-en, débattons librement. Il y a des lois qui interdisent les insultes racistes. Alors oui, on me dit que la LICRA a fait un signalement au procureur. Moi, je suis prêt à m'expliquer, mais je trouve que la base juridique est un peu faible. On verra bien, on verra bien. Mais en tous les cas, vous savez, moi, je tiens à ma dignité, à mon intégrité. C'est aussi pour cela que même si je suis attaqué, il y a quand même beaucoup de gens qui me soutiennent parce qu'ils me reconnaissent une honnêteté intellectuelle et je ne prends pas position en vertu des flots dominants ou des vents dominants. Je prends position en vertu de ce que j'estime être juste et d'être vrai. Alors je peux me tromper, je peux faire des erreurs, mais je n'ai jamais menti et je n'ai même jamais pris une position pour défendre mes intérêts personnels. Voilà. Je crois qu'au contraire, depuis le temps que je fais ce métier, j'ai plutôt payé souvent un prix très lourd d'ailleurs, pour tenir des positions auxquelles je croyais, parce que je n'ai fait pas ce métier pour bah, me taire ou avoir peur. Vous savez, pour certains, c'est un peu la au beurre. Il y a des gens qui ont peur de se détacher de l'opinion dominante. Je connais beaucoup de gens qui me disent sur le Proche-Orient, je suis d'accord avec toi, mais je ne dirai jamais en public. Ben moi, je dis en public ce que je pense. Admettons que l'expression bustine d'apparence était maladroite, mais ce n'était pas une stigmatisation, c'était quelqu'un qui apparaît comme musulman aux yeux des autres. Alors, revenons, si vous voulez bien, sur le profil de ceux qui vous attaquent. Moi, je suis allé un petit peu regarder avant cette interview. C'est souvent des personnes ou des médias d'extrême droite ou de droite, le Printemps républicain également. Je suis allé voir en 48 heures. Un journal comme Le Point a publié 6 articles différents sur vous, des tribunes, des vidéos, et j'en passe. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il s'agisse là de médias à qui la cause des musulmans de France tienne particulièrement. Bah, il y a qu'à certains l'ont fait d'ailleurs sur Twitter, ils ont mis l'ensemble des unes du Point qui stigmatisent les musulmans. Elles sont assez nombreuses. Donc, que le Point m'attaque sur les propos que j'ai tenus sur les musulmans, on voit bien que c'est tout à fait pour autre chose. Donc, effectivement, mes positions m'attirent des inimitiés. Les gens se vengent. On connaît les gens du Point. Voilà. Enfin, donc, ce n'est pas étonnant. Il y a une sorte d'acharnement. Disons que les gens ont une voix mauvaise et on voit bien, par exemple, il y a une journaliste du Figaro, Judith Vintrib, qui a dit ça sent le sapin pour Boniface, etc. Donc, effectivement, les gens espèrent que ça soit ma mort professionnelle.
pour être débarrassé de moi. Donc, j'attends ça, je verrai. Je pense que ça va pas réussir. Mais enfin, en tous les cas, il y a une très forte mobilisation, mais qui ne vient pas des organisations musulmanes qui auraient été outrées par mes propos, mais qui vient plutôt de ceux qui d'habitude déversent leur bile, quand ce n'est pas leur haine, à l'égard des musulmans. Donc, c'est pour le moins paradoxal. Et puis on peut dire qu'il a suffi en fait d'un tweet de votre part pour que la lutte contre l'islamophobie soit au cœur des luttes de l'extrême droite. C'est tout de même ironique comme réaction, non? Oui, enfin, en fait, c'est même pas tellement une lutte contre l'islamophobie que, une Un attaque semblant. sur Boniface. Oui. Disons que on profite d'un mot pour m'attaquer, concentrer, vous inquiétez pas, tous ces gens reprendront leur combat islamophobe, je peux mourir cette nuit, je serai oublié et ils reprendront, ils vont pas se convertir en disant: «Finalement, on a réfléchi, il faut que les musulmans ne soient plus discriminés». Ils reprendront leur discours anti-musulman qu'ils tiennent d'habitude. Alors on a même lu quelque part que vous auriez inventé ce concept raciste et pourtant une personnalité publique avant vous l'avait employé cette expression. Il avait dit des musulmans d'apparence. C'était Nicolas Sarkozy en 2012 lors d'une interview sur France Info. On écoute. De même, je le rappelle, pour nos auditeurs, que les amalgames n'ont aucun sens. Je rappelle que 2 de nos soldats étaient, comment dire, musulmans, en tout cas d'apparence, puisque l'un était catholique, mais d'apparence, comme l'on dit, la diversité visible. Et ça serait particulièrement odieux cet amalgame, parce que 2 Français musulmans ont été assassinés, parce que soldats, par Mera. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a dû subir moins de propos que moi. Donc ça veut dire que, on voit bien le deux poids, deux mesures. Et ce qui est attaqué, ce ne sont pas les propos, ce sont les hommes. Donc, lorsque le président Sarkozy parle de musulmans d'apparence, ça passe crème. Et si c'est moi qui mets donc musulmans d'apparence, là, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on consent les attaques. Donc, une fois encore, on voit que ce ne sont pas les propos qui sont en cause, mais bien l'homme. Le président Sarkozy avait dit quoi? Musulman d'apparence, c'est ça? Musulman d'apparence, il l'a dit clairement. D'accord, ok. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que merci de signaler cela, parce que, je veux dire, ça, on montre bien quand même, je ne pense pas que ces colloques ont été annulés par la suite. Non, évidemment. Alors, Bon. j'aimerais vous demander, par rapport au conflit israélo-palestinien, comment vous expliquez cette distorsion entre une opinion publique qui est largement critique envers Israël, on peut le dire, dans ces crimes de masse à Gaza, au Liban, et la sphère médiatique d'un autre côté, médiatico-politique même, on peut dire, où le simple mot, le simple fait d'utiliser le mot génocide, qui est le mot le plus approprié, on peut le dire, pour qualifier la situation actuelle, peut causer un bannissement ou alors d'être traité d'horrible antisémite. Comment expliquer qu'il y ait une telle distorsion entre les deux? Il faut rappeler que la Convention de 1948 sur le génocide euh, est là pour intervenir, pour prévenir. C'est la prévention du génocide. Donc même si le génocide n'est pas encore commis, mais qu'il peut y avoir un risque de génocide, on est censé devoir intervenir. Donc c'est pas uniquement pour sanctionner un génocide commis, c'est pour prévenir un nouveau génocide. Et donc, comment expliquer ça? Vous savez, regardez au Parlement, auparavant, les forces, on peut dire que grosso modo, auparavant, les forces politiques étaient réparties. Là, l'extrême droite est massivement pro-israélienne. La droite républicaine n'a plus grand-chose à voir, les républicains n'ont plus grand-chose à voir avec les positions de Gaulle. Et Dominique de Villepin est très isolé dans son ancienne famille politique. Les formations autour d'Emmanuel Macron sont plutôt orientés. Emmanuel Macron serait même critiqué par certains des gens qui ont été élus sur son nom lorsqu'il dit qu'il faut arrêter la livraison d'armes à Israël. Donc c'est dire. Le PS est toujours un peu divisé entre une tendance molettiste et une tendance mitterrandiste. Il y a que effectivement les Verts, le PC, LFI qui ont ces positions autres. Et dans les médias, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a certains, j'entends des fois dire oui, c'est les Juifs qui tiennent les médias. Non, ça c'est faux, c'est stupide, c'est antisémite de dire ça parce que les gens juifs sont plutôt minoritaires en fait. Et puis certains sont très critiques de Netanyahou. On va pas faire du name dropping, mais en fait les avis des gens juifs sont partagés.
certains sont universalistes, d'autres sont plus à défendre Netanyahou. Après, vous avez des gens qui éprouvent une très grande culpabilité par rapport aux Juifs, à Israël, et donc qui vont accepter d'Israël des choses qu'ils n'accepteraient pas d'un autre pays. Après, vous avez des gens qui disent bon, Israël appartient au bloc occidental, donc il faut le soutenir. Sauf qu'on peut penser que par son comportement, Israël met en danger le bloc occidental. Et puis vous avez des gens qui sont carrément suprémacistes et qui pensent qu'Israël est carrément la pointe avancée du combat contre l'islam au Proche-Orient et que donc il faut le soutenir. Sauf qu'on peut penser qu'Israël nourrit aussi l'islam radical et qu'il y a peu de chances que ce qui se passe à Gaza ne suscite pas de nouveaux terroristes. Donc c'est un ensemble de facteurs. Et puis je pense surtout, je dis, beaucoup de gens ont peur de s'exprimer. Beaucoup de gens, regardez ce qui m'arrive. Donc ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Donc il y a des gens qui se disent, si vous êtes invité sur le plateau et que vous avez un propos qui pourrait être perçu comme étant trop critique comme Israël, et donc avec l'accusation directe d'antisémitisme, vous êtes exclu du débat public. Et c'est vrai que Netanyahou a réussi à assimiler antisémitisme, antisionisme et critique du vent d'Israël. Dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, l'ONU est antisémite, Guterres est antisémite, les ONG sont antisémites, mais en fait ça infuse en France où immédiatement, l'accusation d'antisémitisme survient et qu'elle est très lourde à porter et qu'il y a des gens qui estiment plus prudent de ne pas prendre de risque, de critiquer Netanyahou pour ne pas être accusé d'antisémitisme. Mais la situation date quand même de bien avant Netanyahou. Jean-Michel Apathy, le journaliste, le disait sur un plateau que lorsque des personnalités publiques comme Dieudonné ou Soral ont été soupçonnées d'antisémitisme, elles ont vite fait, et à raison, à tort ou à raison, d'être entièrement, totalement banni pendant des décennies, pendant des années plutôt de la télévision, des sphères médiatiques. Pourquoi le fait d'être convaincu d'islamophobie comme un Éric Zemmour n'entraîne pas le même bannissement? Écoutez, c'est une question sur laquelle on pourrait s'interroger parce que c'est un fait. Ce que vous dites est un fait. Les causes, c'est que pour certains, la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Il y a un racisme. C'est vrai que les attentats du 11 septembre, puis de 2015, ont nourri un narratif anti-musulman par rapport aux attentats qui ont été commis. Donc c'est un ensemble de raisons qui fait que, effectivement, et puis il y a aussi, là aussi, un dévoiement de la laïcité, ce que le plus grand spécialiste français de la laïcité, Jean Bobéro, appelle la laïcité falsifiée, c'est que certains cachent un discours anti-musulman sur une défense de la laïcité qui serait mise en cause par l'islam. Et donc, effectivement, si vous critiquez Israël, vous êtes antisémite, mais si vous critiquez les musulmans, vous êtes un laïc convaincu. Alors, Pascal Boniface, vous qui êtes spécialiste des relations en relations internationales, est-ce que ce débat, le débat initial que nous avons porté concernant Karim Bouamrane, est-ce qu'il n'est pas une particularité française, ce débat, la question de l'instrumentalisation des personnes racisées a l'air assez librement étudié dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis notamment, dans les universités. Là-bas, on parle d'ailleurs du syndrome de l'oncle Tom, dérivé du célèbre livre de Harriet Beecher Stowe. Est-ce qu'on n'est pas dans une particularité française où il y a à chaque fois une chape de plomb et un verrouillage à évoquer ces questions d'instrumentalisation des minorités? Oui, et même le terme, si vous employez le terme d'islamophobie, on va dire que il y a quand même une idée qui s'est imposée dans le débat public, c'est que le terme d'islamophobie a été inventé par Khomeini ou les mollahs iraniens pour empêcher une critique religieuse. Alors que c'est historiquement prouvé que ce concept remonte au début du XXe siècle. Donc en 1920, il n'y avait pas l'aviateur Khomeini. Donc effectivement, il y a des tabous et bon. Et c'est de la dynamite tout ça. Effectivement, en fait, tout ce qui provient un peu, qui permet de conduire au Proche-Orient est interdit. Et moi, quand j'étais au PS, les copains du PS qui étaient musulmans, arabes, ce que vous voulez, disaient non, mais moi, tu comprends, je peux pas m'exprimer sur le conflit du Proche-Orient parce qu'on va tout de suite dire que je suis antisémite ou on va tout de suite dire que je fais dans le communautarisme. Et donc, il y avait un silence là-dessus qui existe toujours. Il y a une peur générale dans ce pays à s'exprimer sur le conflit. Alors, par contre, il y a des gens qui vont au secours. On condamne l'apologie du terrorisme, c'est bien, c'est normal.
mais il y a des gens qui font l'apologie des crimes de guerre en toute liberté quand même. Et c'est quand même effectivement plus contestable. Et la situation n'est-elle pas aussi plus biaisée par l'existence même du débat politique sur les réseaux sociaux où les questions de fond ne sont pas abordées, mais finalement c'est de la posture politicienne, la communication qui prime? Bah, si vous voulez, moi, les réseaux sociaux, à la fois, je m'en plains et je m'en félicite parce que ils offrent un espace de liberté. Moi, je suis interdit sur de nombreux médias. Heureusement que j'ai les réseaux sociaux pour pouvoir m'exprimer librement. Alors, bon, peut-être maladroit, mais enfin, si je n'ai fait que reprendre les propos de Nicolas Sarkozy, je m'étonne que ça suscite autant d'émoi et que ça en ait suscité aussi peu. Mais effectivement, les réseaux sociaux permettent quand même aussi à chacun d'être émetteur d'informations, récepteur d'informations. Et dans les médias centraux, vous savez, on a fait beaucoup de reportages sur la guerre en Ukraine quand les civils étaient bombardés. Alors on y avait accès d'ailleurs. Il y a beaucoup moins d'images des bombardements sur Gaza. Alors, pour la suite, comment faire valoir le positionnement, les idées des intellectuels qui essayent, dans une honnêteté intellectuelle, puisque on a la réalité de la catastrophe, du génocide qui se passe à Gaza. Comment faire valoir certaines voix qui vont de plus en plus être difficiles à porter, si même des chercheurs comme vous ont du mal à s'exprimer? Bah, c'est clair, alors bah, votre média y participe parce que vous avez une programmation alternative et on voit chez vous ce qu'on n'a pas ailleurs. C'est pour ça que vous êtes regardé, même si vous n'avez pas eu accès à la TNT. Bah, en fait, est-ce qu'il y a des gens qui vont se décourager en disant c'est trop compliqué? Je connais des gens qui me disent ça. C'est trop compliqué, ça dure depuis trop longtemps, on n'y peut rien, autant rester peinard et s'occuper d'autres choses. J'ai du mal, moi, à suivre ce pli-là, donc je continuerai à m'exprimer librement. Je sais que des portes me sont fermées, je sais que d'autres portes vont probablement se fermer, eh bien, je continuerai à faire mon métier, j'imagine, enfin, je pense honnêtement, et à essayer de continuer à décrypter les choses et à ne pas me taire par peur. Si vous voulez, moi, quand même, à la limite, hein, je me dis, je risque pas d'être emmené à 5 heures du matin, etc. Je risque quoi de juste de perdre des ouvertures, de voir mon espace médiatique restreint, etc. Je ne cours pas, on n'est pas en dictature. Il y a des choses qui sont interdites, des débats qui sont interdits, mais il n'y a pas, je ne serais pas jeté dans un cul de basse-fosse parce que je tiens ces propos-là. Merci beaucoup Pascal Boniface, directeur et fondateur de l'IRIS. Et merci à vous d'être fidèle aux médias sur le canal 165 de la Freebox sur YouTube ou sur notre site internet. Le média, votre média, on le rappelle, ne vit que des abonnements, des soutiens et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur le site le www.lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force. Restez connectés aux médias.